Aujourd'hui, on va s'occuper de l'homosexualité et plus précisément voir quelles étaient les opinions de Freud vis-à-vis des aspects concernant l'homosexualité. Et cela non pas à travers les écrits techniques de Freud, mais plutôt à travers une lettre adressée à une maman qui a demandé à Freud de suivre en thérapie son fils. Et on va se rendre compte que Freud avait, sur tous les aspects, une position très avancée d'avant-garde. Et on espère qu'en étant très clair sur les opinions de Freud, on va pouvoir dissiper tout un grand malentendu au sujet des critiques qui avaient été faites envers Freud, le considérant contre l'homosexualité. Quels sont les aspects principaux concernant l'homosexualité? Le premier, c'est est-ce qu'on doit considérer l'homosexualité comme une maladie ou pas? Quelle est l'attitude que l'homosexuel doit avoir envers sa propre homosexualité? Quel est le regard des proches, d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, envers l'homosexualité? Quel est le regard de la société? Et enfin, quel est le regard du psychanalyste qui a en thérapie une personne homosexuelle? Commençons par le premier aspect. Et tous ces aspects sont bien, c'est ce que je vais ici traiter, sont écrits dans ces lettres que vous trouverez en annexe de la vidéo que je fais maintenant sur l'homosexualité. Premier aspect, est-ce qu'on doit considérer l'homosexualité comme une maladie? À l'époque, quand Freud commence à s'intéresser à cet argument, l'homosexualité était considérée comme une maladie, comme une dégénérance. Freud s'oppose à cette idée et dans cette lettre, il le dit de manière très claire, il faut considérer l'homosexualité comme une variation de la sexualité tout simplement. Donc ce n'est pas une maladie et c'est une variation de la sexualité. Deuxième aspect, quelle est l'attitude que l'homosexuel doit avoir envers sa propre homosexualité? Est-ce qu'il doit avoir honte? Freud dit clairement dans cette lettre qu'il ne doit absolument pas avoir honte que lui, que ce soit un des proches de son homosexualité, car ce n'est ni dégradant, ni pervers, et ni une maladie. Donc l'attitude que la personne homosexuelle doit avoir envers soi-même, ce n'est absolument pas de honte, et il peut aussi, jusqu'à un certain point, certainement peut considérer l'homosexualité comme n'étant pas un avantage, parce que dans la société, surtout de Freud, mais c'est le cas aussi aujourd'hui, l'homosexuel se trouvera dans son parcours de vie, trouvera des obstacles, trouvera des personnes qui ont une opinion négative sur l'homosexualité, trouvera aussi des proches qui n'accepteront pas l'homosexualité. Mais jusqu'à un certain point, il peut aussi en être fier parce que dans l'histoire de la pensée occidentale, on retrouve des personnages qui ont contribué, qui ont été au centre même de l'histoire de la pensée, qui étaient homosexuels. Par exemple, Platon, dit Freud, Michel-Ange, Léonard de Vinci, etc. Passons maintenant au troisième aspect qui est le regard des proches. Dans cette lettre, Freud commence
avec cette remarque en disant « Mais vous, maman, vous n'avez pas utilisé le mot homosexuel. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je suppose que vous avez peut-être honte. » Voilà. Et là, Freud dit, il ne faut pas avoir honte, c'est ce que je viens de dire pour la personne, le regard que la personne homosexuelle doit avoir envers soi-même, eh bien, c'est le cas aussi des proches. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison d'avoir honte, parce que ce n'est pas un pervers, parce que ce n'est pas dégradant, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement une variation de la sexualité. Et donc, les proches doivent accepter très simplement l'homosexualité. Que ce soit la maman envers le fils, que ce soit le papa envers le fils, frère ou sœur, et ainsi de suite. Passons maintenant au quatrième aspect qui est le regard de la société. Et là, Freud avait déjà auparavant, ça c'est une lettre de 1935, mais il avait déjà auparavant signé une pétition contre la loi qui voyait dans l'homosexualité un crime. Freud dit c'est méchant, c'est injuste de la part de la société de considérer l'homosexualité comme un crime. Et donc, la société aussi, à l'époque, parce que maintenant c'est différent, la société maintenant accepte, mais à l'époque, voilà, qu'elle puisse accepter, qu'elle ait un regard positif envers l'homosexualité. Et pour terminer, le psychanalyste, eh bien, le psychanalyste, Freud dit dans cette lettre qu'il suppose que la maman voudrait que son fils vienne en thérapie chez Freud pour faire en sorte que le fils puisse changer et devenir hétérosexuel. Et c'est là que Freud explique que, oui, dans certains cas, c'est possible qu'une personne change. On ne sait pas prévoir le développement d'une analyse, d'un suivi psychologique. Mais Freud dit qu'il faut bien se rendre compte que quand il y a eu ce choix dès le départ, c'est difficile que la personne va changer. Donc le but, et c'est ça le point central, et c'est ça le regard que le psychanalyste devrait avoir envers l'homosexuel, c'est que le but d'une analyse, d'un suivi psychologique n'est pas de changer le choix sexuel du patient, c'est de lui permettre de vivre mieux son choix, de surmonter des conflits, un mal-être, etc. Donc faire en sorte que le patient vive beaucoup mieux, d'une manière sereine, la vie et son rapport à soi et le rapport avec les autres. Et pourquoi est-ce que Freud est si avancé et a cette considération très positive envers l'homosexualité? Pour trois raisons. Parce que pour Freud, la pulsion au départ n'a pas un objet prédéterminé. Si c'est un homme, l'objet pulsionnel n'est pas forcément une femme, voilà, ou pour une femme, un homme. Et Freud explique très bien ce qui se passe pendant l'enfance. Le bébé, puis l'enfant, après, a plusieurs objets investis par la pulsion. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que Freud est convaincu qu'en chacun de nous, il y a une bisexualité. Et cela explique toute une série de comportements. Le sentiment d'amour, bien, il apparaît envers tous les êtres humains. Donc un homme aura un sentiment d'amour, par exemple dans la relation d'amitié avec un autre homme. Et ces sentiments d'amour apparaissent déjà au sein de la famille. Sentiments de tendresse, dit Freud, où il n'y a pas un investissement en sens libidinal du terme, c'est-à-dire que la pulsion, eh bien, elle est inhibée dans son but. Et donc, une personne va avoir aussi des sentiments d'amour envers une personne du même sexe. Cela est donc la deuxième raison, une bisexualité, et tout au long de notre vie, eh bien, on va aussi investir le sentiment d'amour
des personnes qui sont du même sexe. Et troisième aspect, c'est que voilà que Eros, la grande force de la nature pour Freud, qui s'oppose à Thanatos, à la mort, à la pulsion de vie, Eros est la pulsion de vie, eh bien, se manifeste sous plusieurs formes. Il y a par exemple aussi la sublimation, et voilà aussi l'amour d'un homme envers un homme ou d'une femme envers une femme. Le dernier point qui nous reste un peu à tenir en compte est, mais alors pourquoi tous ces malentendus? Pourquoi est-ce que déjà au temps de Freud et puis après Freud, beaucoup de psychanalystes avaient un regard négatif envers l'homosexualité jusqu'à traiter l'homosexualité comme une perversion et faire aussi des analyses qui visaient à changer donc de position sexuelle. Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, une raison, c'est d'ordre personnel. Par exemple, il ne faut aller pas trop loin, la fille de Freud, Anna Freud, qui a aussi créé un mouvement, l'anafreudisme. Donc c'est une femme qui a une pensée très pointue dans l'univers, dans le monde de la psychanalyse. Eh bien, elle avait un regard très négatif envers l'homosexualité. Elle était même d'accord pour certaines techniques, aujourd'hui on parlerait de techniques extrêmes du comportementalisme. Eh bien, Anna Freud était elle-même homosexuelle. Elle avait une homosexualité réprimée, pas acceptée, et donc cela peut expliquer ce regard négatif. L'autre raison, c'est une raison idéologique. Il y a des psychanalystes qui n'étaient pas, peut-être pour leur appartenance aussi à une religion, donc que voilà, l'homosexualité n'est pas acceptée, n'est pas acceptable dans les relations entre les personnes. Et une autre raison tient aussi à des écrits techniques de Freud. Alors, Freud a donné certaines explications, parce que pour Freud, c'est important de donner une explication aussi à pourquoi il y a l'homosexualité, que ce soit du côté homme ou du côté femme. Et là, on voit la petite phrase qui apparaît dans cette lettre où il dit, suite à voilà, que l'homosexualité est une variation de la sexualité, il dit aussi c'est un arrêt dans le développement psychique. Freud là donc donne une explication où certains aspects ont été après mis fort en évidence par les autres psychanalystes en montrant qu'il s'agissait d'une perversion. Alors, voyons un petit peu en quelques mots. Freud, comme dans toutes les problématiques, tient compte aussi de l'aspect génétique, de l'aspect constitutionnel. Par exemple, quand il parle de la névrose obsessionnelle, il dit pourquoi est-ce qu'il y a une fixation à la phase anale? Parce que l'enfant s'était fixé à la phase anale, mais pourquoi est-ce que cet enfant et pas un autre se fixe à la phase anale? Parce qu'il y a une prédisposition. Donc ce côté prédisposition constitutionnelle, que ça peut être génétique, que c'est dès le départ, Freud tenait toujours compte qu'il y avait un aspect de ce genre-là. Et ça pour toutes les problématiques. L'autre aspect, c'est l'explication psychanalytique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un ou l'autre va se retrouver dans un certain état. Et dans le cas de l'homosexualité, Freud a parlé, je fais ici deux exemples, mais il y en a plusieurs, pour l'homme, d'un investissement narcissique, et l'autre aspect, dans un deuxième temps, vers les années 20, quand Freud approfondit un mécanisme de défense qui est le déni, il le mettra au centre de la perversion, eh bien le déni est aussi mis en compte dans le cas de l'homosexualité. Alors, le déni est un mécanisme de défense qu'on retrouve aussi dans pas mal de problématiques, et surtout dans les psychoses. Et donc, ce n'est pas parce qu'on le retrouve dans le cas de l'homosexualité qui fait de l'homosexuel un pervers. L'investissement narcissique, on le retrouve certainement dans pas mal d'autres problématiques, mais ici, dans le cas de l'homosexuel, eh bien, ça va être un investissement très fort, pour l'homme, en tout cas, pour l'homosexuel homme, donc investissement du propre corps, l'autre homme comme son propre corps. Et ça, c'est un aspect qu'on peut bien retrouver quand on a certaines pratiques avec les homosexuels. Mais
le but après d'une analyse n'est pas de travailler l'investissement narcissique pour faire changer de choix sexuel, mais c'est plutôt pour diminuer certains investissements narcissiques pour mieux vivre la relation d'un homme avec un autre homme. Et on pourrait aussi faire d'autres exemples. Mais là, on voit bien comment, par toute une série d'autres psychanalystes, que ce soit pendant Freud et après Freud, ont pris certains de ces aspects pour les accentuer et se focaliser seulement sur cela pour dénigrer et pour avoir un regard négatif sur l'homosexualité, alors que ce n'était pas le cas de Freud. Et ainsi aussi, ceux qui ne sont pas de la psychanalyse ont, et cela arrive aussi de nos jours, on peut voir sur YouTube, de critiquer les psychanalystes et surtout de critiquer Freud et de le montrer comme quelqu'un qui avait un regard négatif sur l'homosexualité. J'espère qu'avec cette vidéo, on a pu et on peut dissiper pas mal de malentendus, en tout cas en ce qui concerne Freud vis-à-vis de l'homosexualité. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.